situation au Venezuela que l'on vient de voir en images. Donc le principal opposant à Nicolas Maduro s'est autoproclamé président par intérim. Est-ce que vous-même, vous le reconnaissez comme tel ? Jean-Luc Mélenchon, lui, a dénoncé une tentative de coup d'État contre Maduro. Est-ce qu'il a eu raison ? Il s'agit à l'évidence d'un coup d'État. On pense ce qu'on veut du régime de Maduro, mais enfin un président qui s'autoproclame et qui, dans l'heure, bénéficie du soutien de Donald Trump et du nouveau président brésilien, ça s'appelle un coup d'État et ça n'a rien de réjouissant et je pense que cela ne peut être qu'inquiétant. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord donc avec sa position ? Moi, je n'ai pas vocation à commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis quelle est ma position sur le sujet. Il s'agit d'un coup d'État soutenu par les Américains et par le régime brésilien d'extrême droite qui vient d'accéder au pouvoir. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que la retransmission télévisée des débats entre le président de la République et les maires, par exemple, devrait être décomptée du temps de parole de La République En Marche pour les prochaines élections européennes ? Oui. Et d'ailleurs, très franchement, quand on voyait ces débats, on se disait qu'on avait surtout à faire un one-man show du président de la République. En campagne. Et je ne souhaite pas que les débats qui auront lieu en région ressemblent à ça. Et d'après ce qu'on sait d'ailleurs, ça ne ressemble pas à ça. Et en réalité, il s'agissait plutôt d'une opération de force du président de la République qui souhaitait montrer qu'il maîtrise ses dossiers, qu'il est capable de parler pendant 6 ou 7 heures. Ça n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la libération. Qu'il écoute les maires, qu'il écoute les élus locaux, qui font remonter les doléances de leurs concitoyens. S'il était venu au concitoyens. congrès de l'Association des maires de France la dernière fois, il n'aurait pas eu besoin de cette session de rattrapage. Puis je constate quand même une chose, c'est quand il reçoit les patrons, il les reçoit à Versailles, et quand il reçoit les maires, il les reçoit dans des gymnases. Donc ça crée quand même une drôle d'impression de décalage. Il avait quand même reçu 2000 maires à l'Élysée pendant le congrès des maires. Le problème, c'est qu'il n'en tient jamais compte. Le problème du président de la République, c'est qu'il ouvre les oreilles et une fois que ses interlocuteurs ne sont plus là, il ferme les écoutilles. Sauf quand il s'agit des puissants, des patrons, etc. On a besoin d'avoir un président de la République qui prend en compte la colère sociale qui s'exprime dans notre pays. Les Français et les maires sont bien placés pour le savoir, puisque eux sont au contact des Français, n'en peuvent plus de cette injustice sociale qui se répand partout en France depuis maintenant plusieurs années. On attend l'acte 11 des Gilets jaunes samedi. Est-ce qu'en tant qu'adjoint à la maire de Paris, vous redoutez cette nouvelle manifestation ? Je souhaite évidemment qu'elle se passe bien et je souhaite que les conditions soient créées, y compris par les forces de police, pour que les choses se passent bien et que les casseurs ne viennent pas gâcher la manifestation. En revanche, la question qu'on doit se poser est la suivante. Le président de la République avait fait un certain nombre d'annonces et ces annonces étaient censées stopper la mobilisation. Je constate 2 choses. La mobilisation continue et elle continue d'être soutenue par la majorité des Français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le compte n'y est pas et que sur les grandes questions du pouvoir d'achat, de la répartition des richesses, de la fiscalité, le président de la République n'a pas répondu à la colère des Français. Mais juste un mot sur ces manifs qui touchent particulièrement la ville de Paris. Combien elles ont coûté ces manifestations des Gilets jaunes tous les samedis à la ville de Paris ? Quelques millions d'euros parce qu'il y a eu de la casse et je regrette qu'il y ait eu de la casse. Je regrette d'ailleurs que Christophe Castaner ait mis un peu de temps à mettre en place un dispositif de sécurité pour éviter la casse. On l'a encore vu récemment au mois de janvier. Après, il est évidemment normal que des manifestations puissent avoir lieu à Paris. Il y a toujours eu des manifestations à Paris. Paris n'est pas une ville sous cloche. Paris est une ville qui appartient à l'ensemble des Français. Et je ne suis pas choqué que des gens viennent monter à Paris pour manifester, c'est leur droit. Puisque vous parlez de Christophe Castaner, pour répondre à la polémique sur ces fameux lanceurs de balles de défense, il a dit que samedi, les policiers seraient équipés de caméras pour montrer le bon usage de ces LBD. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous ? Vous vous rendez compte, il y a quand même 15 personnes qui ont perdu un œil du fait de l'usage du LBD. Donc la question n'est pas de savoir si on met en place des caméras, la question est de savoir si on continue à utiliser le LBD pour le maintien de l'ordre. Et cette question, à mon sens, elle est d'autant plus légitime que l'écrasante majorité des pays d'Europe n'utilisent pas le LBD pour le maintien de l'ordre, y compris le Royaume-Uni, par exemple, qui n'est pas connu pour être un pays particulièrement laxiste. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser sur l'usage de ces armes. Nous ne sommes pas favorables à l'usage du LBD. Les parlementaires communistes sont déjà exprimés en ce sens et je regrette que Christophe Castaner refuse d'ouvrir le débat sur cette question. Les Gilets jaunes, on y revient, une liste aux européennes qui sera menée par Ingrid Lavavasseur, qui était une des figures du mouvement. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? D'abord, c'est leur idée et c'est quand même leur droit en démocratie de se présenter aux élections européennes qui sont les prochaines élections qui auront lieu le 26 mai prochain. Donc je leur dis welcome. C'est problématique pour vous tout de même. Non, ça n'est pas problématique. Et d'ailleurs, je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes.
c'est la démocratie, c'est normal. Après, j'ai hâte de découvrir leur programme et de pouvoir débattre avec eux de leur programme. Vous avez dit que vous allez ouvrir votre liste aux mouvements sociaux, aux différents mouvements sociaux. Où est-ce que vous en êtes des tractations, des unions possibles avec d'autres listes de gauche, ou c'est définitivement enterré? Est-ce que ça veut dire qu'on aura une pléthore de listes à gauche pour ces élections? Est-ce que vous le regrettez? Nous avançons. Vous continuez à tendre la main? Nous avançons et nous aurons notre liste qui sera prête d'ici la fin du mois de janvier. Après, je dis la chose suivante, c'est que la gauche est effectivement trop divisée. Soyons honnêtes, ça n'est pas d'hier que sur la question de l'Europe, elle est traversée de divisions. Il y a des gens qui étaient favorables au traité de Maastricht, des gens qui étaient favorables au traité constitutionnel européen, y compris à l'intérieur de la gauche. Et d'ailleurs, à l'époque, le débat au sein de la gauche avait été extrêmement animé. Il avait d'ailleurs traversé le Parti socialiste. Les communistes ont eu sur la question de l'Europe une position constante et cohérente. Nous avons rejeté tous ces traités européens qui nous conduisent à la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Après, est-ce que nous pouvons construire des alliances? Moi, je continuerai à tendre la main à ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe doit être autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. Donc je serai toujours à Jean-Luc Mélenchon, à Benoît Hamon. Moi, je continuerai à tendre la main parce que je ne me résous pas à l'état d'éparpillement dans lequel la gauche se trouve aujourd'hui. Tendre la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez vous effacer derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Benoît Hamon? Ça veut dire que c'est à eux de vous rejoindre? Ça veut dire continuons à travailler au rassemblement. Moi, je ne me résous pas à cet état-là. Est-ce que ça fonctionnera dès les élections européennes? Je ne le sais pas. Mais de toute façon, il va bien falloir reconstruire dans notre pays une gauche qui tienne la route et qui soit moins divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sinon, cela signifie que nous permettons à Emmanuel Macron d'être dans un match avec l'extrême droite. Et je ne veux pas que 2022 ressemble à 2017. On vient d'apprendre que Carlos Ghosn avait officiellement démissionné de la tête de Renault. Conseil d'administration ce matin à 10h pour le remplacer. Le tandem Thierry Bolloré, Jean-Dominique Sénard va lui succéder. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de Renault ? Moi, je souhaite que Renault puisse avoir un bel avenir. Il reste qu'on ne pouvait pas imaginer une espèce d'impunité pour Carlos Ghosn. J'ai quand même une question. Quand on voit l'énergie avec laquelle le Japon combat la fraude fiscale, je pense que nous devrions nous poser un certain nombre de questions sur nos pratiques à nous en France. Et je pense que nous avons en France une forme de tolérance vis-à-vis de la fraude fiscale. Quand on sait que la fraude fiscale nous coûte, à nous Français, 100 milliards d'euros chaque année, qu'elle coûte à l'Union européenne 1000 milliards d'euros chaque année, quand on sait qu'il va y avoir 30 000 suppressions de postes à Bercy, je me dis que quand même, en France, on ferait bien de se saisir avec un peu plus d'énergie et de détermination de ce sujet. Vous parlez de manière générale. Je parle de manière générale, absolument. La question de la privatisation d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, se pose. Elles sont dans le projet de la loi Pacte examiné au Sénat la semaine prochaine. Le groupe communiste a également déposé une proposition de loi concernant la renationalisation des autoroutes. Est-ce que vous demandez à l'État de renoncer à ces différentes privatisations? Bien sûr. Et on voit bien qu'on est dans une espèce de fuite en avant avec ce gouvernement qui consiste à déshabiller l'État et à le retirer de secteurs qui sont absolument structurels. Et je pense que nous avons plus que jamais besoin d'avoir aujourd'hui un État qui soit puissant et un État qui maintienne dans le giron public ces secteurs qui sont des secteurs stratégiques. On a par ailleurs en ce moment quand même un mouvement des Gilets jaunes qui partout réclame le retour de l'État, le retour des services publics, y compris des services publics de proximité. Et on a affaire à un gouvernement qui fait tout le contraire. Comment vous faire entendre sur ces questions? Puis les autoroutes quand même. Quand on voit qu'en ce moment, le gouvernement, enfin Elisabeth Borne, ministre des Transports, est en train de mendier auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour leur demander de ne pas augmenter les tarifs, quand on sait la raquette qu'il y a eu dans ce secteur depuis maintenant des années, on se dit que la privatisation des autoroutes a effectivement été un véritable scandale.